icem-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Naudot. Bonjour Bénédicte Naudot. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychosomathérapeute et hypnothérapeute spécialisée en thérapie brève dans l'accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 25 ans. En 2004, vous avez également créé un cours collectif d'auto-hypnose adapté aux enfants et aux adolescents pour les aider dans leur développement. Pourquoi une spécialisation dans l'accompagnement des enfants et des adolescents ? Alors c'était les choses qui sont arrivées comme ça, une forme de synchronicité, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de suivre des cours avec un médecin américain qui s'intéressait énormément à ce qui se passait dans la vie intra-utérine et dans les 5 à 7 ans qui suivent la vie intra-utérine. À l'époque, c'était vraiment des études totalement empiriques parce qu'on ne parlait pas de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec la neuroimagerie. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est tous les facteurs en fonction de ce qu'avait vécu la maman pendant sa grossesse et la façon dont se passait l'accouchement, l'accueil de l'enfant après et ce qu'il faisait, enfin ce qu'il vivait dans sa vie jusqu'à l'âge de 7 ans. Et étonnamment, très rapidement, on peut avoir une grille de lecture de ce qui se passe dans le comportement de l'enfant. Depuis l'embryon, sur les études du docteur Verny, c'est ça ? Oui. D'après ce que disait le docteur Verny, bon, quand même, il y a eu énormément d'études là-dessus. Ouais, déjà, rien que la conception est importante. C'est-à-dire que quand l'ovule rencontre le spermatozoïde, eh bien, en fonction de l'état psychique, mental, émotionnel, surtout émotionnel, des deux parents, il peut y avoir une incidence. Par exemple, un enfant né d'un viol, c'est une extrême violence, il y a énormément de stress, ça aura un impact. En revanche, un couple qui est totalement dans l'harmonie, évidemment, il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'ocytocine, il y aura beaucoup de choses qui seront extrêmement bénéfiques pour le futur enfant. Oui, l'accueil n'est pas le même. Oui. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un impact au niveau du stress qui peut passer dans le développement de l'embryon et du fœtus. Aujourd'hui, nous avons quand même des validations scientifiques à ce niveau-là. Moi, quand j'ai fait ces études-là, on ne les avait pas, c'était empirique. Mais aujourd'hui, on peut le valider. Vous précisez que vous êtes hypnothérapeute. Le lien en hypnothérapie, vous servez de cette hypnose pour emmener les patients à quoi donc, en fait ? Pourquoi l'hypnose ? Alors, l'hypnose, c'est un outil. D'accord. L'hypnose est un outil et les champs d'application sont extrêmement vastes. En ce qui concerne l'enfant, quand il y a un accompagnement avec un enfant, il y a déjà une demande qui est faite. Par exemple, prenons un enfant qui ne supporte pas les ordres, ne supporte pas l'obéissance. Ça, ce sont les motifs de consultation. Ce sont des motifs de consultation, mais parfois, quand on regarde l'histoire de l'enfant, on s'aperçoit qu'il est né avec des forceps, où il y a eu une difficulté, et que parfois la maman était très stressée pendant sa grossesse. Donc c'est un élément qu'on peut prendre en considération. Alors, évidemment, c'est pas binaire. Et le lien avec l'hypnose, c'est-à-dire que vous allez avec l'hypnose, on permet de transformer les croyances. Enfin, l'enfant transforme, grâce à l'hypnose, les croyances limitantes qui génèrent des comportements inappropriés. D'accord. Quels sont les principaux motifs de consultation ? C'est vaste. Allons-y. C'est vaste. Alors, en ce qui concerne les enfants, une des premières demandes, c'est au niveau de la scolarité. Ouais, c'est ça. Au niveau du comportement, donc les colères, la rébellion, mais également la timidité. La manque de confiance en soi, notamment quand on arrive au collège et au lycée. Lié au stress scolaire ? Oui, lié au stress, à une pression aussi, parce que il y a l'environnement social, on doit en tenir compte aussi. Aujourd'hui, on exige beaucoup des enfants. Alors, il y a bien sûr toute la scolarité, mais il y a aussi le périscolaire.
Le périscolaire, c'est et les petits camarades de classe, et le corps professoral, et les parents, et la famille, et après... oui, bien sûr, bien c'est sûr. tout ça, le périscolaire. Il y a beaucoup de côtés anxiogènes. Alors évidemment, ces enfants-là, on les voit. Ceux qui vont bien, on ne les voit pas. Vous devez faire le tri, j'imagine, entre tous les facteurs coercitifs qui viennent stresser un enfant. Oui, alors c'est la raison pour laquelle la parole, libérer la parole, c'est très important. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Cependant, un enfant, bien souvent, ne s'exprime pas. Il va pas bien, il peut pas dire pourquoi. C'est pour ça que j'ai une grille de lecture au travers d'un questionnaire. Et c'est ça, parce qu'il n'a pas forcément les mots, il a peut-être peur. Il n'a pas forcément les mots. Il y a du déni par moment, Oui. il y a tout un tas de choses qui fait que son conditionnement ne lui permet pas non plus d'expliquer réellement ce qui se passe. Oui. Et puis parfois, il n'ose pas. Ouais, c'est ça, d'où votre grille de lecture, intéressant. Le déroulement d'une séance, je viens vous voir avec mon enfant, ça se passe comment ? Alors, dans un premier temps, moi, j'ai toujours un questionnaire, c'est très important. Donc, j'envoie que les... À la maison ? Oui, absolument. Les parents remplissent et donc je le reçois avant la consultation. Donc ça demande quand même une participation avant la consultation. Absolument. Il n'y a pas Mais vous savez d'attentiste, c'est dur ça. ce qu'il y a avant la consultation est très important, car il se passe déjà quelque chose au niveau de la psyché. Absolument. Et donc, quand je reçois l'enfant, il est accompagné par au moins un des parents. Donc, il y a un entretien à 3 et ensuite, je reste avec l'enfant. Donc le déroulement de la séance, c'est l'accueil de la famille, de la cellule familiale, si je comprends bien, et ensuite de l'enfant tout seul. De l'enfant tout seul, qui est suivi de la séance d'hypnose. Est-ce que vous pensez que c'est un problème que les parents assistent à la consultation ? Alors, moi, il y a cette participation de départ. En revanche, pendant la séance d'hypnose, le parent n'est jamais là. D'accord. Non. Et puis, encore une fois, l'enfant doit avoir son temps à lui. Ouais. Son temps pour parler, pour dire des choses. Parce que mine de rien, même au travers une petite anecdote, l'enfant nous raconte des choses. Et qu'il ne dirait pas en présence des parents. Absolument. Qui parfois parlent même à la place des enfants. Souvent. Oui, quels sont les résultats escomptés, les bénéfices après une séance ou plusieurs séances ? Puisque vous parlez Alors, de parfois, thérapie une brève. séance, c'est bien, notamment pour l'énurésie, etc. Une séance, parfois, suffit. Parfois, il en faut un petit peu plus. En fait, on voit très, très rapidement les transformations dans la mesure où, en ce qui me concerne, je cible bien ce qu'il y a à transformer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... C'est pour ça que le temps d'écoute et l'histoire de l'enfant est très importante parce que ça permet de bien cibler les croyances limitantes qui sont à l'origine du problème. Mais on appelle ça thérapie brève. Et on s'attend à ce que ce soit réglé en une séance ou deux. Alors parfois ça suffit, parfois il en faut un peu plus. Mais globalement, ça dépasse rarement 5 séances. D'accord. Très rarement. Et donc, grâce à l'hypnose, peut-être vous allez un petit peu plus vite. Mais quel type d'hypnose vous utilisez ? Parce qu'il y en a énormément. La plus connue, c'est Tout dépend de l'âge de l'enfant. Ouais. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Lorsque ce sont de très jeunes enfants, bien, on utilise beaucoup les métaphores parce que on entre beaucoup plus dans l'imaginaire de l'enfant. Après, ce sont des suggestions et puis surtout, on va utiliser le matériel que va nous amener l'enfant. S'il est passionné de football, on va utiliser le football. Alors, il faut avoir quelques petites connaissances. Si c'est tout ce qui est autour de la mer, de l'aquatique, on va utiliser cela. Si c'est son rapport avec un poney, un cheval, on va utiliser. Vous voyez, il faut vraiment avoir aussi, nous, en tant que thérapeute, un peu d'imagination. Est-ce qu'avec les adolescents, c'est un peu plus compliqué ou... Il faut parler avec des adultes, simplement comprendre leur façon d'être et de faire. D'accord, donc en fait, c'est assez spécifique à chaque personne. L'hypnose vous aide, si je comprends bien. Est-ce que c'est plus facile avec les enfants ou avec les adultes ? C'est différent. C'est pas plus facile, c'est différent. Parce qu'un enfant, parfois, ne parle pas. Et puis, un enfant n'a pas forcément envie d'être là, parce que souvent, il arrive, il a déjà vu beaucoup de monde. Donc, il faut déjà faire du lien thérapeutique, il faut qu'il soit en confiance. Beaucoup de praticiens, vous voulez dire ? Oui, ou du thérapeute, ou du médical en général. Hein. Plus, évidemment, tout ce qui va être d'accompagnement pour transformer, parce que vous savez, les enfants qui ont des dys, qui ont des choses comme ça... dyslexie, sont suivis, absolument. Dyspraxie, tout ce qu'on veut, effectivement, on va en parler. Merci beaucoup, Bénédicte Dodo, on vous retrouve dans quelques instants.
CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec Bénédicte Nodo, nous parlons de psychologie, principalement liée aux enfants, aux adolescents et aux parents. On peut ouvrir le volet du rapport psychologique entre les enfants et les parents, parce que les enfants sont des éponges, somme toute, et les comportements autour d'eux, donc la plupart du temps c'est avec les parents, interfèrent complètement sur la psychologie des enfants et arrivent à les mettre dans des trames de difficultés. Tout à fait. L'enfant est conditionné. Il est conditionné par son éducation, il est conditionné par la culture qu'il reçoit, il est conditionné par bon nombre de choses. L'enfant, jusqu'à l'âge de 5-7 ans, c'est une véritable éponge émotionnelle. Ce que disent les parents, eh bien, c'est une réalité, c'est vrai, et c'est normal, puisque ce sont les premiers référents. Après, évidemment, il y a une forme d'opposition qui arrive en fonction de l'âge des enfants. Et on va retrouver, c'est pour ça que moi j'aime bien recevoir l'enfant et le parent, parce que ça me donne aussi une idée du type d'éducation que l'enfant reçoit. Alors en général, quand je reçois un parent, un enfant, il y a quand même beaucoup de bienveillance de la part du parent et l'envie que son enfant aille mieux. J'imagine. Voilà. En revanche, il y a à regarder en fonction du type d'éducation. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un adolescent extrêmement timide, extrêmement introverti, avec de grandes difficultés à pouvoir regarder quelqu'un. Ouais. Et sauf que bien, il y a des examens, on va lui demander un oral, on va lui demander un certain nombre de choses, c'est très difficile. Ouais. Il est élevé dans une dynamique stricte, avec un ordre et évidemment une acceptation, donc une soumission. Donc c'est très difficile pour un enfant, après, de se donner le droit de, puisqu'on ne lui a pas accordé cela au départ. Donc ce sont des parents qui sont bienveillants, qui reproduisent parfois ce qu'ils ont reçu, et évidemment, bien ça peut poser problème, parce que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où on laisse la parole à l'enfant. Alors, parfois c'est un petit peu trop laxiste, mais néanmoins, il y a une norme qui est bonne. Moi, je dis toujours qu'un enfant doit être libre dans un cadre. Toujours cette notion de cadre, oui. Donner la parole dans un cadre. C'est fondamental. C'est fondamental parce que le cadre sécurise l'enfant. Quand il n'y a pas de cadre, il ne peut pas aller voir ses limites. Or, l'objectif, surtout quand on arrive à l'adolescence, eh bien, c'est d'y aller, pour se confronter, pour pouvoir grandir et devenir autonome. La nouvelle limite. Et quand il n'y a pas ça, eh bien, on en arrive aux dérives que l'on voit. Je pensais aussi des choses très subtiles, en fait, qui souvent ne sont pas évoquées dans ces émissions. C'est le fait que les enfants petits lisent parfaitement, d'une manière inconsciente, j'entends, toutes les problématiques des parents. Ils sentent que papa va voir ailleurs, ils sentent le décadrage, la décohérence, ils sentent que maman va peut-être aussi voir ailleurs. En fait, ils sentent d'une manière complètement inconsciente. Très intuitif, un enfant. Extrêmement intuitive, la construction même de leurs parents. Parce qu'il n'y a pas que ce qui est dit verbalement, comment on éduque un enfant avec telle ou telle façon de faire. Il y a aussi ce qu'on dégage dans notre propre histoire, et je pense que l'enfant, lui, lit complètement l'histoire. C'est tout à fait juste, c'est vraiment très important. Un enfant comprend sans mettre de mots, sans mettre du sens, mais il comprend ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc ça va générer chez lui une attitude sécure ou une attitude insécure. Il sent que maman aime pas papa ou que papa aime pas maman. Oui, ou une forme d'indifférence. Et c'est terrible pour un enfant, ça. Parce qu'il a le sentiment qu'il ne fait pas suffisamment bien pour être aimé. Et donc, il va chercher tout ce qu'il va pouvoir faire. Et donc, parfois, on arrive à des enfants qui ont des comportements inappropriés parce qu'ils cherchent une forme de reconnaissance. Enfin, ils cherchent de l'amour, tout simplement. Il y a aussi beaucoup de formes d'injonctions paradoxales. J'entends... les parents ont des vies compliquées, on blâme personne. Et puis les enfants sentent bien qu'on leur ment, et les parents leur disent mais tout va bien, t'inquiète pas chérie. Et ils sentent cette espèce de disparité entre ça va pas du tout en réalité, et on leur vend en fait de l'astuce. Et ça crée de gros problèmes psychiques, des espèces de dédoublements des doublements de comportement. Est-ce qu'il faudrait pas traiter les parents aussi dans ces cas-là? Et vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que parfois, lorsque je reçois un enfant,
Il y a un échange évidemment parent-enfant donc dans cette trilogie. Ouais. Et très rapidement, le parent me dit « Mais je pense que moi aussi j'ai besoin ». Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que déjà, il y a une prise de conscience, parce que le parent arrive à mettre du sens dans ce qui se passe et ça aide considérablement l'enfant. Donc en fait, c'est important dans les cas les plus complexes que les parents aussi œuvrent pour eux-mêmes, se restructurer, s'améliorer. Parce qu'on dit souvent que quand on traite les parents, les enfants vont mieux. Je pense pas que ce soit par effet rebond comme ça, mais déjà, puisqu'on traite les parents, ils ont un comportement différent qui fait que les enfants vont en profiter. C'est plutôt dans ce sens-là. Bien sûr. Et il est toujours temps. Parce que l'enfant a une empathie extraordinaire et une bienveillance incroyable. Et un parent qui se remet en cause et qui peut dire là j'ai eu tort, etc. Pour l'enfant, mais c'est merveilleux. Hein. On parle d'enfants TDAH. Vous en parlez comme Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ah, allons-y, on va rentrer là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les enfants qui ont des troubles de l'attention. Alors, on en parle énormément, mais en fait, ça a toujours existé. Ouais. Sauf qu'autrefois, l'enfant pouvait aller courir dans les champs, se dépenser, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus confiné, parce que surtout dans les villes, il y a du danger, etc. Donc, en ce qui me concerne, à mon niveau, je ne peux pas agir sur le TDA, avec le H pour l'hyperactivité. En revanche, par exemple, avec l'hypnose peut apporter en complément du bien-être à l'enfant. Par exemple, l'hypnose, va l'aider à améliorer son attention. Oui. Donc, avec des séances appropriées, etc. Va également l'aider à mieux gérer son agitation. Donc, ça peut aider à diminuer aussi l'angoisse et le stress. Parce qu'un enfant, souvent, est en souffrance avec son TDA. Il a du mal, il ne sait pas le gérer, et donc il voit bien qu'il y a du décalage et qu'il se met en échec. Donc, il a du stress. Donc, ça peut l'aider. Et donc, de fait, par voie de conséquence, ça va renforcer son estime de lui-même. Donc, on va travailler également sur l'estime de soi et évidemment plus de conscience et de confiance en soi. De par ailleurs, il y a aussi toute la partie diététique avec énormément de choses qui provoquent aussi, qui viennent envenimer ces états d'hyperexcitabilité. Donc ça, c'est un autre dossier qu'on pourra traiter avec le sucre. Des diététiciens. Mais le TDAH, je pense que peut-être il existait avant, mais de par le fait qu'on soit complètement confiné dans une société assez morbide et complexe, influe sur les enfants. Donc leur stress ne vient-il pas aussi de la société qu'on construit pour eux, en fin de compte ? Déjà... beaucoup de choses sont anxiogènes autour même nous en tant qu'adultes on le perçoit et pour les enfants c'est encore plus prégnant. Donc c'est quand même important qu'on puisse permettre aux enfants de réduire ce curseur de stress. C'est du stress pour avoir de bonnes notes à l'école, c'est du stress pour être bon dans les compétitions, c'est du stress pour ceci, pour cela. Enfin, il y a énormément de facteurs de stress. Et beaucoup de parents sont stressés de par leur profession, de par leur activité, etc. Donc, évidemment, il y a un environnement anxiogène. Alors, pas systématiquement, bien entendu. Il y a un gros problème de précarité dans notre société. Ce qui inquiète énormément les adultes qui arrivent, qui ne peuvent plus se projeter. Donc si un adulte ne peut plus se projeter, comment voulez-vous qu'un enfant puisse se projeter puisqu'il nous cale, il nous boit comme une éponge. Si déjà les adultes sont dans des niveaux d'anxiété énormes, comment un enfant va-t-il faire pour aller mieux ? Déjà, il faut qu'il apprenne à se recentrer sur lui-même. C'est ce que je propose aux enfants que je reçois. Quand il y a un problème, il faut déjà comprendre pourquoi le problème est là. Et moi, je leur dis toujours, j'ai une méthode, c'est IMO. Intention, motivation, objectif. Alors, objectif, c'est-à-dire que vous déterminez un objectif, une ligne de conduite, une boussole. Oui. Sans objectif, on ne peut rien faire. Je suis d'accord, c'est important ça. Donc, c'est très important déjà qu'il y ait une intention. Donc, on peut s'appuyer. Les leviers, c'est ce qu'un enfant va aimer faire. Ça, ce sont des leviers formidables. Et puis après, il faut qu'il trouve une motivation à le faire. Et il doit y avoir un objectif. Moi, quand j'entends des jeunes qui arrivent au lycée, donc seconde, et en première, ils sont en première partie de bac, ils ne savent pas encore ce qu'ils ont envie de faire, c'est quand même anxiogène. Et peut-être on n'a pas non plus creusé les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Au moins les grandes lignes, voilà. Au moins les grandes lignes.
Donc il y a des enfants pour qui ça va très bien. C'est relativement clair, même si c'est pas très défini. En revanche, il y a des enfants qui savent pas encore. Et s'il n'y a pas d'objectif, c'est extrêmement anxiogène. Ouais. Comment peut-on donner ces objectifs ? Des forums, emploi, des Alors il y a diverses tout de même discussions énormément avec, de possibilités aujourd'hui. Ouais. Dans les écoles, ils sont aidés. Et puis après, il y a les conseillers d'orientation. Et puis surtout, s'intéresser à ce qu'aime l'enfant. Ouais. Si c'est un matheux, si c'est un littéraire, s'il a envie d'avoir un métier manuel, etc. Il faut s'intéresser à ce qu'aime l'enfant. Et qu'est-ce que vous pensez de la pollution des réseaux sociaux ? On sait très bien que c'est un fléau. Alors, on ne sait pas tous, apparemment, puisqu'on est tous utilisateurs. On sait très bien que c'est un fléau. Aujourd'hui, on demande expressément à tout parent à ce qu'un enfant ne soit pas confronté aux réseaux sociaux, aux écrans, parce que ça les avant éduque. l'âge de 5 ans. Ça les éduque. Ils prennent au pied de la lettre ce qu'ils voient en swappant sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Parce que ça rentre en permanence. Mais c'est hyper anxiogène. Vous savez, quand le Covid est arrivé, il y a eu ce fameux discours de notre président Macron qui a dit « Nous sommes en guerre ». Ça a été dit 7 fois quand même dans son discours. Et c'est une guerre. La guerre. Mais dans les foyers, qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents, évidemment, étaient en stress et les enfants avaient peur. Absolument. Avaient très très peur. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et donc, on a vu les curseurs d'anxiété et de peur chez les enfants monter considérablement. Donc, c'est cette information qui est diffusée en permanence. Puis évidemment, les parents qui parlent, c'est tout à fait logique dans le foyer. Et donc, l'enfant est en stress. Merci beaucoup Bénédicte Onodo pour toutes ces explications. On peut vous retrouver sur votre site bzn-psychothérapie-paris.com. Et nous, chers auditeurs, à dimanche prochain, 15h30. Merci beaucoup. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.